Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette. Et je dis ça au début de tous les épisodes, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui puisque vient de s'achever aujourd'hui un monument Paris-Roubaix. C'était une course complètement folle et qui a sacré un très très grand champion en la personne donc de Wout van Aert. Enfin, qui brise la malédiction, qui va chercher le monument pavé auquel il était promis depuis des années et des années. Et ça s'est fait au travers d'une course qui était complètement folle. Donc la course vient de se terminer, je réagis un peu à chaud, je suis vraiment très ému. Pour être honnête, je pensais pas être aussi ému pour la victoire d'un coureur qui était pas français. Et là, je pense que Wout, ça faisait tellement longtemps qu'il l'a mérité. Il a vécu tellement de galères. C'est un petit peu le Thibaut Pinot belge finalement, hein. Wout van Aert, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas et des très bas qui ramènent les hauts en fait de manière encore plus forte. Et donc Wout van Aert, ça y est, s'est imposé sur Paris-Roubaix au terme d'une course complètement déjantée. Donc je vous propose qu'on repasse ça rapidement en revue, qu'on fasse une petite réaction à chaud. Voilà. Et donc si on regarde quand même rapidement le classement, pour l'instant, on a donc Wout van Aert qui s'impose au sprint devant Tadej Pogacar. Quelle course de Pogacar aussi, on en parlera juste après. Stuyven vient chercher la troisième place. Van der Poel quatrième à 15 secondes, alors qu'il était à plus de 2 minutes après la trouée d'Arenberg, c'est quand même assez fou. Et Christophe Laporte qui fait cinquième, donc une belle place pour le français, qui lui a eu la course parfaite, aucun problème, n'a jamais eu à rouler quasiment. Et ensuite Tim Van Dijk, très très belle course de Tim Van Dijk qui fait sixième. Pedersen 7, Pedersen qu'on sentait encore un peu emprunté. Et puis Bissegger, on en avait parlé pendant la preview, qui vient chercher sa huitième place en faisant une course très très solide, à seulement 20 secondes de Wout van Aert, et donc qui vient chercher un beau résultat pour la Decathlon CMA CGM. En termes de scénario, tout d'abord, bah, la première chose à prendre en compte, c'était la météo. Tout simplement, puisque la météo, on s'était dit, il y aura peut-être un peu de pluie, donc il y a un petit peu plu, effectivement, je crois, hier, samedi, sur certains secteurs, mais c'était vraiment très léger. Aujourd'hui, il faisait beau, il y avait du vent qui était plutôt portant, comme on en avait vu pendant la preview. Et en fait, finalement, donc les pavés étaient secs, ce qui a donné un scénario de course très, très rapide avec ces pavés secs et ce vent plutôt portant. Pendant plus de 100 kilomètres, une énorme bataille pour avoir l'échappée. Il n'y a jamais eu d'échappée finalement. Ça, c'est quand même assez fou aussi. La faute à une équipe, la team UAE bien évidemment. UAE qui a roulé à fond dès les premiers secteurs pavés, qui a créé une décision très rapidement en scindant le peloton en deux avant même la trouée d'Arenberg. Et c'est peut-être ce qui a coûté la victoire finalement à Tadej Pogacar, ce travail si précoce de l'équipe UAE. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il a épuisé ses équipiers très rapidement. Il était très très seul à la fin. Même Florian Vermeersch, après la trouée, on l'a pas vu. Donc il a fait les 100 derniers kilomètres tout seul, Pogacar. Et surtout, bah, c'est cette crevaison hein, qui est vraiment l'élément déterminant de ce Paris-Roubaix. De toute façon, c'était globalement un Paris-Roubaix marqué très fortement par les ennuis mécaniques. Si Van der Poel ne gagne pas, c'est parce qu'il a crevé. Si Pogacar gagne pas, c'est parce qu'il a crevé. Et si Van Aert gagne, c'est parce qu'il a crevé, mais un peu moins que les autres. Donc c'était quand même un élément déterminant. Et en fait, il y a un moment donc où le peloton de deux têtes, où il y a tous les favoris, je sais pas, 30-40 coureurs à 30-40 secondes d'avance sur le deuxième peloton, où derrière c'est les Uno X qui roulent parce que Abrahamsen était piégé. Il y a aussi les Unibet parce que Kubica avait crevé lui aussi. Et à ce moment-là, on voit Perstrand Dagenès qui crève. Bertrand Dagonès qu'on avait mis comme un équipier super important pour Van Aert, qui crève et bah il se retrouve, lui il était dans le premier groupe et en fait il doit attendre que le deuxième groupe lui passe devant pour enfin accéder à sa voiture. Et là on se rend compte vraiment à ce moment, et je crois que les commentateurs d'Eurosport le disent aussi, c'est que tactiquement, là en fait les voitures sont une minute derrière les mecs de tête. Ce qui fait que si vous crevez, vous êtes immédiatement hors du jeu pour le reste de la course. Et c'est ce qui a donné les images un peu dingues qu'on a eues juste après quand Pogacar a crevé. Donc Pogacar crève, ses équipiers à l'avant sont tous déjà un peu cramés. Il y a personne qui lui donne son vélo. Pogacar est plutôt serein. Et je sais pas s'il avait pas compris que les voitures étaient pas derrière, mais il s'arrête immédiatement au lieu de continuer à rouler. Bon, peut-être qu'il pouvait pas continuer à rouler. Et là, il se retourne et il y a que la voiture neutre. Et là, il y a plus la voiture UAE. Et donc à ce moment-là, il commence à prendre le vélo Shimano bleu. Ça, c'était quand même assez fou. Il prend le vélo de l'agence neutre et essaye de remonter dessus, repart dessus. Donc on a un champion du monde full white avec le cuissard blanc qui est sur un vélo Shimano bleu, donc c'était assez cocasse, qui est trop grand pour lui. Il y a pas trop d'équipiers qui l'attendent, c'est un peu bizarre quand même comme moment. Et, et en plus, la voiture Shimano s'arrête, bloque le deuxième groupe parce qu'on est en plein dans le secteur pavé, c'est le chaos complet.
Et Pogacar repart finalement, et puis peut rechanger de vélo après, quand la voiture UAE arrive. Et finalement, il se retrouve à faire une poursuite avec 1 minute de retard sur le premier groupe. Et le premier groupe, jusque-là, il avait roulé avec UAE complètement à fond, de manière presque trop rapide. Mais en fait, si UAE a décidé de rouler si fort, c'est parce que eux, ils devaient faire une course difficile. Parce que Pogacar, c'est le meilleur coureur, je pense. C'est celui qui a le plus de foncier, donc au plus la course était difficile, au plus ça permettait à Pogacar d'entamer ses adversaires et d'aller puiser dans le retranchement et attaquer, pourquoi pas, dans Mons-en-Pévèle ou dans la sortie de Mons-en-Pévèle. On sait qu'il y a ce faux plat immense. Mais je pense que c'était une bonne stratégie de la UAE, de vouloir user tout le monde. Mais là, il y avait quand même un élément tactique super important, c'est que si jamais quelqu'un crevait, c'était fini. Et ce quelqu'un qui crève, ça peut être tout le monde, y compris Pogacar, et c'est bien ce qui est arrivé d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, bah, Pogacar se trouve à 1 minute derrière le groupe de tête. Le groupe de tête qui est emmené un peu par les Alpecin de Koninck, un petit peu par les Bismali de Bike, avec un rythme tranquille. Franchement, ils ont été cool, ils auraient pu accélérer plus pour larguer Pogacar, mais ils l'ont pas fait. Et en même temps, ils n'avaient pas vraiment de raison de le faire. Je veux dire, de rouler si fort à 50 bandes de l'arrivée, il n'y a pas forcément de raison. Et ensuite, donc, Pogacar se tape une poursuite des enfers. Alors, il avait 1 minute de retard. Au début, il a ses équipiers qui sont là, qui l'aident un peu. Et très vite, il se retrouve seul. Il y a Vermeersch qui est dans le groupe devant. On lui dit de ne pas se relever. Et Pogacar se retrouve à prendre la main et à boucher 30 secondes tout seul dans le vent. Et ça a duré au moins une bonne vingtaine de minutes. J'ai pas regardé le kilométrage, mais c'était clairement un effort très très important pour Pogacar qui lui a coûté forcément dans le final. On se demande peut-être quand même, erreur tactique, pourquoi est-ce que Vermeersch ne s'est pas relevé pour aller chercher Pogacar? Il l'a il l'a attendu quand Pogacar est à 3 secondes, Vermeersch s'est laissé décrocher pour aller le rechercher et le remonter dans le groupe. Bon, au moins il l'a remonté dans le groupe, mais c'était le choix tactique de l'UAE de dire Pogacar se débrouille. Sauf qu'en fait, le problème, c'était le choix tactique d'il y a 50 kilomètres quand on a dit on fait rouler tout le monde à fond dans les premiers secteurs pavés parce qu'on a cramé tous les équipiers. Et par-dessus tout, on a fait qu'il y avait cet écart de 1 minute entre la tête et les voitures qui a condamné Pogacar. Ça aurait pu condamner d'autres personnes, hein. Ça aurait pu condamner tous les adversaires de Pogacar, mais quand tu fais ça, tu sais qu'il y a un risque que ce soit toi qui crève, et il y en a plusieurs qui ont crevé. Pogacar en a fait partie, et donc il s'est pris cette minute dans les dents, de laquelle il s'est jamais remis finalement. Puisqu'après, Pogacar rentre dans Avelui à Wallers, là où il aurait dû attaquer. Là, à ce moment-là, c'était Van Der Poel qui attaquait dans le groupe devant, qui a fait une première sélection. Pogacar rentre juste après, juste avant la trouée. Donc là, on se dit, bon, est-ce qu'il sera capable de tenir toute la trouée? Et là, la trouée commence. À un moment, on voit un peu Del Grosso se décaler, donc on comprend que Del Grosso a crevé. Et juste après, on voit Van Der Poel aussi qui se décale. Van Der Poel qui crève. Donc là, ça, c'était en plein milieu de la trouée, vraiment, je pense, au bout d'1 kilomètre. Donc il était perdu au milieu. La voiture était très loin derrière. Et là, est prise la décision un peu bizarre de dire Philipsen se sacrifie pour lui, lui donne son vélo et le pousse pour repartir. C'était quand même une image folle parce que Philipsen, c'est un homme qui a fait 2 fois deuxième de Paris-Roubaix, qui était le deuxième leader de l'équipe. Et là, il a été complètement dévoué. C'était une super image d'ailleurs. Pour lui donner son vélo et dire à Van Der Poel, vas-y, tu repars, et comme ça, tu repars avec 20-30 secondes de retard. Sauf que leur vélo n'était pas compatible. Et a priori, d'après Steve Chenel d'Eurosport, c'était des cales spécifiques Shimano qui étaient sur le vélo de soit Philipsen, soit Van Der Poel, plutôt Van Der Poel, je dirais. Et donc, Van Der Poel ne pouvait pas être dépanné. C'est quand même un truc de fou, de se dire qu'à ce moment-là, ils ont un matériel qui est pas compatible et ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dans la trouée d'Arambert à 180 pulses et que Philipsen est très dévoué et lui dit vas-y, prends mon vélo. Mais là, à un moment, ils se doivent se rendre compte que c'est pas le bon vélo. Ils s'en rendent compte. Donc là, Van Der Poel dit à ce moment-là à Philipsen, non, reprends ton vélo et vas-y, va jouer ta carte. Moi, j'attends la voiture derrière. Pendant ce temps-là, il y a Tibor Del Grosso qui va jouer les mécanos, qui enlève sa roue avant, qui la donne à Van Der Poel. Donc Philipsen repart avec presque 1 minute de retard. Euh, grâce au mécano Tibor Del Grosso, Van Der Poel lui repart avec 1 minute 30. Et sauf qu'en fait, il recrève ou je sais pas, il y avait un problème. Je pense qu'il a recrevé. Ou alors il y avait un problème dans la réparation faite par Tibor Del Grosso. Mais bref. À ce moment-là, Van Der Poel, se fait redépanner par sa voiture qui arrive enfin, sauf qu'il est à 2 minutes de la tête et à ce moment-là, en fait, le mécano lui vient lui chercher le vélo de manière un peu nonchalante, et puis, bah, Van Der Poel, il est résigné. Il monte tranquillement sur son vélo, il repart la tête un peu basse, parce qu'il sait qu'il a 2 minutes dans les dents et il se dit que jamais ça va rentrer. Et le truc qui est fou, c'est que Van Der Poel finit à 15 secondes. Donc c'était quand même, complètement fou ce truc. Bref, on sort de la trouée, groupe de tête.
Pogačar, Wout van Aert et Laporte pour la Visma Lease Bike, Mats Pedersen qui est là, Pitty, Laurens Pitty qui a fait vraiment une super course jusqu'à ce qu'il ait des problèmes et une chute notamment. Jasper Stuyven qui a fait une très très belle course et qui finit troisième. Ne jamais oublier un briscard comme Stuyven. Et bien évidemment Stéphane Bisseguer comme on en avait parlé pendant la preview. Juste derrière un duo avec Filippo Ganna, Jordi Meus qui finalement rentre sur ce groupe. Donc on se retrouve avec 9 coureurs à l'avant. Et dans ces 9 coureurs, on a donc deux Visma Leasebike, Laporte et Wout van Aert. Et puis on a deux Red Bull Bora qui avait vraiment une très belle équipe avec Laurens Pitty et Ganna. Ce qui est fou, c'est que et Meus, pardon. Et ce qui est fou, c'est qu'on a Tim Van Dijk de la Red Bull Bora qui fait sixième, alors qu'il n'était pas du tout dans ce groupe-là à ce moment. Et Van Der Poel est à 2 minutes au sorti de la Treu d'Arambert, il revient à 1,40, mais il est dans un groupe, il est vraiment seul. Sauf que devant Van Der Poel, il y a un groupe avec Ganna, qui lui avait crevé juste après. Et donc il y a un groupe Ineos en gros qui a 1 minute. Et finalement, Van Der Poel, au prix d'un effort surhumain, arrive à revenir sur le groupe Ghana. Pendant ce temps-là, devant, crevaison de Laurens Pitty, qui essaye de se débrouiller avec Jordi Meus qui lui est lâché. Bref, c'est le bazar complet. Van Der Poel est en chasse-patate pour essayer de revenir sur le groupe de Ghana. Ghana lui avait des équipiers pour essayer de le ramener, notamment Ben Turner qui a fait un travail légendaire. Donc c'était bon. Et puis là, renouvelle crevaison de Pogacar à 70 km de l'arrivée. Cette fois-ci, il a sa voiture qui est juste derrière. Il est dépanné immédiatement. C'était sur du bitume, si je dis pas de bêtises. Donc il repart avec 10 secondes de retard. Il rentre pas facilement, mais il rentre rapidement. Juste après, crevaison de Van Aert, qui lui repart derrière Pogacar, qui n'était pas encore rentré, mais repart en même temps que Pitty et Meus, qui eux ont eu crevaison puis se lâcher. Donc on a Pogacar qui revient très vite sur la tête. Derrière, Van Aert, Pitty et Meus qui sont dans un trio. Au même moment, Van Der Poel revient sur le groupe Ghana. Donc en fait, la situation de course, c'est la tête, avec Pogacar qui est revenu sur le groupe dans lequel se trouve Laporte, Pedersen, Bisseguer, Stuyven. Donc un beau groupe, mais en fait, il y a pas trop de mecs qui jouent la victoire normalement, hein. Dans ce groupe-là, il y a que Pogacar qui était favori. Pedersen, on sent qu'il est dans la difficulté, même si naturellement ça doit être un leader naturel pour cette course-là. On rappelle que Pedersen, il a eu une fracture, une double fracture en début de saison, qui revient lentement, qu'il était malade pendant notamment Gand-Wevelgem. Donc Pedersen pas au top, ça roule pas trop. Ça permet donc derrière au groupe qui est composé de Van Aert, Pitty et Meus de revenir petit à petit. Au même moment, on a un groupe derrière à 1 minute avec Ghana, les autres Ineos et Van Der Poel. Et puis finalement, tout ce petit monde va revenir les uns sur les autres. Euh, Van Aert, Pitty et Meus reviennent sur le groupe de tête. Le groupe de Van Der Poel revient à 20 secondes du groupe de tête, dans lequel donc il y a Van Aert. Et là, on arrive dans le secteur de Auchy-les-Orchies à Bercé, qui est un peu avant Mont-Saint-Pével, et Van Aert attaque, parce qu'il n'a pas envie que Van Der Poel revienne, et aussi parce qu'il sent qu'il doit peut-être prendre un peu d'avance. Il met une très très grosse attaque, et à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui est capable de revenir. Le seul qui peut revenir, c'est Pogacar. Pedersen un temps, mais ensuite Pedersen est lâché. Et surtout contre de Pogacar, enfin, Van Aert suit, Pedersen craque. On arrive dans, on arrive ensuite dans Mons-en-Pével. Crevaison de Ghana, bref, Ghana est complètement maudit, mais il a un peu permis à Van Der Poel de pas être trop loin. Et dans Mons-en-Pével, bah, évidemment, il y a un duo de tête qui va très très vite. C'est Pogacar et puis Van Der Poel, et puis Van Aert, pardon. Et là, on se dit, bah, c'est le moment où on avait dit depuis le début, il y a un moment où Pogacar va attaquer, c'est dans Mons-en-Pével avec le faux plat à la sortie. Pogacar qui donc accélère dans la fin de Mons-en-Pével et qui lâche une petite attaque qu'on n'a pas vue en direct, mais qu'on a vue juste après, dans la montée du faux plat qui suit Mons-en-Pével. Van Aert souffre mais s'accroche et lui dit de la tête, non mais gros, là, je vais pas passer avec toi en fait parce que tu viens de me mettre une énorme banderie, je me suis accroché, laisse-moi un peu le temps de respirer. Et en fait, cette attaque de Pogacar, elle était vraiment très courte, ce qui était un peu surprenant. Normalement, Pogacar, il met des longues attaques et je pense qu'à ce moment-là, on a déjà vu que Pogacar était vraiment entamé par sa poursuite. Et donc après, on a une situation de course qui restera un peu identique tout du long, c'est-à-dire un duo de tête avec Pogacar et puis Van Aert, et puis derrière un groupe de contre avec ceux qui se sont joués la deuxième place hein, finalement. Donc Laporte, bien évidemment, Pedersen, Van Der Poel, Bisseguer, Laurens Pitty, Jordi Meus, Mick Van Dijk, Jasper Stuyven. Et ce qui était assez impressionnant aussi, c'est que à ce moment-là, on avait quand même trois Red Bull Bora.
Simeus a vite été lâché. Ensuite, Pitti est tombé, ce qui fait que Van Dijk, d'ailleurs, je suis pas sûr duquel c'est. Je crois que c'est Mick Van Dijk, mais je sais pas si vous avez suivi. Apparemment, le dossard attribué à Tim Van Dijk, c'était Mick Van Dijk qui courait avec et inversement. Et donc là, par exemple, dans les résultats, on nous dit que c'est Tim Van Dijk qui a fait sixième, mais on se demande si c'est pas Mick Van Dijk. C'est complètement loufoque, mais bref. Et donc, c'est la situation qui reste quasiment jusqu'à la fin de la course. Et à ce moment-là, en fait, on comprend que ça va se jouer dans le carrefour de l'arme parce que les secteurs qui sont autour de Templeuve, d'Envelin, etc., ils sont pas suffisamment durs pour qu'il y ait une décision. Et je pense que Pogacar est très entamé physiquement à ce moment-là. On le sait pas encore vraiment, mais il n'est pas capable d'aller lâcher Van Aert. Et en fait, le truc, c'est que dans le carrefour de l'arbre, il y a des quelques virages au début là qui sont vraiment compliqués, ou d'ailleurs où Pogacar a failli partir à la faute. Et ensuite, il y a ce faux plat un peu montant qui malheureusement était en vent de face. Et donc, en fait, dans le groupe de devant, c'était Pogacar qui emmenait. Van Aert était dans la roue et en fait, il y avait un tel vent que c'était vraiment compliqué de s'extraire dans ce faux plat-là. Et puis dans le groupe derrière, c'était Van Der Poel qui menait. Et pareil, il a pas lâché grand monde parce que il y avait tellement de vent de face que c'était impossible de sortir. Et donc ça sort pas dans le carrefour de l'arbre. Et à ce moment-là, on commence à comprendre que ça va se jouer au sprint. Et on se dit, est-ce qu'il y aura un duo Van Aert-Pogacar qui va se jouer le sprint ou est-ce que derrière ça va revenir? Parce qu'à un moment, on se dit, bah, Pogacar il est cuit, Van Aert veut pas le relayer. Mais ils ont quand même réfléchi un petit peu, ils se sont dit, en fait, on préfère tous les deux jouer la victoire au sprint en 1v1 sur le vélodrome que de voir revenir les gars derrière. Et je pense que c'était le bon choix tactique pour les deux, et donc ils ont réussi à s'entendre jusqu'à l'arrivée. Et franchement, bah, c'était 50-50, très clairement. Pogacar contre Van Aert, au bout de 260 km de Roubaix, je pense que les deux déjà ont une vitesse de pointe assez similaire. On sait que Van Aert, il est plus aussi souverain qu'à l'époque. Mais là, après une telle journée compliquée, c'est vraiment du 50-50. Et donc, à ce moment-là, en fait, Pogacar est à un sprint près avec Van Aert, au bout de 260 bornes de Roubaix, de gagner les 5 monuments d'affilée, de gagner son premier Roubaix après avoir gagné son premier San Remo, et potentiellement de gagner les 5 monuments dans l'année, hein, tout simplement. Et on a donc ce sprint légendaire entre Van Aert et Pogacar. Ça lance avant le virage. D'habitude, ça lance plutôt dans le virage. Là, Van Aert lance avant le virage. Et on voit vite que Pogacar pourra pas lui remonter. Trop puissant, Van Aert qui va donc s'imposer au sprint devant Pogacar. Et bah, c'était complètement fou. Franchement, j'étais super ému. Euh, Van Aert, ça valait le coup d'être maudit sur toutes les courses d'avant. Ça valait le coup de se casser les dents à travers la Flandre, sur Gand-Wevelgem, pardon, avec Van Der Poel et se faire reprendre par le peloton. Ça valait le coup d'être repris par Ghana sur à travers la Flandre. Ça valait le coup de craquer dans le Tour des Flandres, parce que je pense que c'était la course que Van Aert voulait gagner, Paris-Roubaix, peut-être à égalité avec le Tour des Flandres. Ça valait le coup d'avoir crevé dans le carrefour de l'Arbre il y a 3 ans contre Van Der Poel. Et en fait, là, toute la malédiction de Van Aert, elle est un peu absoute, ça se dit pas du tout, avec cette victoire sur Paris-Roubaix. C'était une édition mythique, avec des rebondissements de partout, des crevaisons à gogo, des coureurs tous plus forts que les uns que les autres. Franchement, Pogacar, le niveau qu'il avait aujourd'hui, sans sa course-poursuite et le mauvais choix tactique de l'UAE, euh, je pense qu'il avait clairement les jambes pour aller chercher la victoire. Van Der Poel, que dire de Van Der Poel? Euh, Quand même, 2 minutes derrière tout le monde, à rouler quasiment tout le temps tout seul, à part quand il a eu un peu de soutien du groupe Ineos. Le mec finit à 15 secondes. Euh, Même Van Aert, hein, Van Aert, quand il a crevé, qu'il est à genre 30 secondes avec Pitié et Meus, c'est pas une partie de plaisir pour revenir sur le groupe devant, hein, ça prend bien 10 kilomètres. Et c'était une édition purement légendaire, avec beaucoup de dramaturgie. Et finalement, c'est Van Aert qui va s'imposer, qui vient chercher seulement son deuxième monument de l'année, à 31 ans, 32 à la fin de l'année. Et je pense qu'autant Milan-San Remo, c'était dans son prime, c'est le moment où tout le monde l'attendait. Il y a eu ces années de galère là en 2024-2025 où il était jamais très loin et enfin ça y est la chance sourit à Wout van Aert qui vient chercher son premier monument pavé alors qu'il aurait dû en gagner tellement plus. Euh, c'est juste trop bien tout simplement. Franchement, il y avait Laporte derrière et j'aurais préféré que Van Aert gagne plutôt que Laporte parce que il méritait tellement, c'est un énorme champion et c'était dans un scénario de course assez fou. On rappelle quand même Van Aert, là, il a eu une fin d'année 2024 super compliquée avec toutes ses chutes. Année 2025, galère aussi. Là, cet hiver, il se casse la cheville dans ce cyclocross sous la neige qui était complètement épique avec Mathieu Van Der Poel. Il revient un peu compliqué sur Tirreno. Il arrive pas à grand-chose, il a pas des jambes de fou. Tactiquement, il est toujours un peu coincé.
il y a cette campagne de classique où il fait toujours des bons résultats, mais où il est pas capable d'aller scorer et finalement il va chercher la plus belle victoire. C'est la plus belle victoire de l'année, une des plus belles victoires peut-être du siècle, hein, finalement. Je m'enflamme un peu, mais je pense que c'était une édition de folie et on a un vainqueur magnifique, donc c'est juste trop bien, tout simplement. Euh, et je pense qu'il faut aussi remercier tous ceux qui ont affronté Van Aert aujourd'hui, parce que sans la dramaturgie autour de Pogačar, la victoire de Van Aert n'aurait été pas aussi belle. Le fait que Pogačar soit si fort, qu'il ait mis au supplice Van Aert et tous les restes, qu'il y ait eu cette course-poursuite, qui est que Van Aert est crevé aussi, ça a renforcé encore plus la légende de cette victoire de Wout van Aert. Le fait que Mathieu Van Der Poel soit presque revenu, qu'il ait eu cette crevaison dans la trouée d'Arambert, ça rajoute encore de la dramaturgie à la course. Et je pense que peut-être que Van Aert n'était pas le plus fort aujourd'hui. Je pense qu'il était pas loin d'être aussi fort que Pogacar, mais peut-être un peu moins. Je pense qu'il était moins fort que Van Der Poel parce que Van Der Poel a fait une course énorme. Et pourtant, je dirais quand même que Van Aert méritait amplement cette victoire. Pour une fois, une édition de Paris-Roubaix où il a moins de malchance que les autres, ou juste autant et pas plus. Et finalement, il vient chercher cette victoire que tout le monde attendait. Ça fait franchement plaisir. Et quand on voit le top 10 de cette course-là, Pogacar 2, Steven 3, Van Der Poel 4, Laporte 5, même Mick Van Dijk 6e, Pedersen 7, Bisseguer 8, ça montre quand même l'étendue du talent de Van Aert qui va chercher cette victoire-là. Franchement, je suis juste super content. Et quand il est allé chercher la victoire là, dans ce dernier tour du Vélodrome, j'étais comme un fou devant ma télé, je vais pas vous mentir. Alors que je suis pas belge, mais c'est un coureur tellement appréciable, Wout van Aert, qu'on est tous trop contents qu'il ait gagné. En plus, il y a ces images à la fin où Mathieu Van Der Poel va le féliciter alors qu'il est en pleurs, où Laporte va le féliciter. C'était juste exceptionnel. Et puis aussi, quand même, il faut le dire, la déception de Pogacar à la fin, quand même. Pogacar qui avait tellement bien préparé cette course et qui sort comme ça un peu sur un nu mécanique. Pogacar vraiment en détresse à l'arrivée, j'ai trouvé. Euh, Bah, ça renforce encore la dramaturgie de cette course-là. Et franchement, Pogacar, j'avoue, j'ai fait un peu de bashing ces dernières années. J'en ai marre qu'il gagne toutes les courses, etc. Et là, il m'a vraiment fait de la peine parce que il a tout bien fait, mais c'est juste que tactiquement, il y avait un petit hic avec ses voitures à 1 minute, le fait qu'il ait plus d'équipier. Et il aurait mérité de gagner aussi, hein, mais il y en a beaucoup qui avaient mérité de gagner aujourd'hui. Je pense que Van Der Poel, Pogacar et Van Aert méritaient tous les trois de gagner. Finalement, c'est Van Aert qui le fait. Et merci Pogacar, parce que sans toi, on n'aurait pas eu cette course aussi belle. Merci à Van Der Poel, parce que sans toi, on n'aurait pas eu autant de dramaturgie. Merci à tous les coureurs, tout simplement. Et merci à Van Aert, bien sûr, de nous faire vivre ces émotions-là. C'était complètement fou. Et on aura quand même des images assez folles hein, de ce Paris-Roubaix entre le changement de vélo de Pogacar qui était sur le vélo Shimano, entre la trouée d'Arambert de Van Der Poel qui a duré des heures. Euh, Le moment où quand Van Der Poel sort de la trouée d'Arambert, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'ils sont rentrés dedans, que ça fait une année que les autres sont sortis, et il y est encore et il est en train de galérer avec ses vélos. Franchement, une édition complètement folle. Donc j'ai adoré ce Paris-Roubaix, et encore plus parce que Wout van Aert allait chercher la victoire. Un petit mot quand même sur peut-être Tadej Pogacar. Je pense qu'il reviendra à Paris-Roubaix, et c'était peut-être une de ses plus belles occasions d'aller chercher la victoire cette année. On verra comment ça se passe dans les années suivantes. À un moment, Van Der Poel va un peu décroître. Van Aert aussi. Pogacar, il est plus jeune, il aura l'occasion d'aller le chercher s'il veut. Mais on verra comment il choisit de donner la suite de sa carrière, dans quel sens il va aller. Mais je pense que Pogacar reviendra. J'ai pas écouté les interviews d'après-course, mais c'est peut-être mieux qu'il ne l'ait pas gagné. Et par contre, c'était la seule occasion, a priori, pour lui de faire le quintuplé et de gagner les 5 monuments une même année. Pourquoi? Parce que, a priori, il devrait plus revenir sur Milan-San Remo. Donc, faudra qu'il aille regagner Milan-San Remo une année pour pouvoir aller chercher tous les monuments la même année. Franchement, j'y crois pas. Je pense pas que Pogacar reviendra sur Milan-San Remo. Et peut-être qu'à un moment, il sera aussi menacé sur les classiques ardennaises. On voit qu'on a un Paul Sexas en pleine croissance. On a un Isaac Del Toro qui aussi devient de plus en plus fort. On a même un coureur comme Remco Evenepoel qui a possiblement un jour aura son meilleur niveau sur les Ardennaises et il y aura pas de problème. Et donc, je pense que c'était l'année ou jamais pour Pogacar pour faire le quintuplé la même année, et ça sera pas le cas. Je pense que Pogacar ira chercher une fois dans sa vie Paris-Roubaix, j'en suis à peu près certain. Et en fait, je suis content qu'il ait pas gagné aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'il va revenir et qu'on aura encore des courses de folie.
Donc voilà, Pogacar, je ne me fais pas trop de doute. Il va peut-être aller chercher les 2 autres monuments cette année, ça fera quand même 4 cette année, ce qui serait complètement fou. Et c'est vraiment un grand champion. Et ça fait plaisir de le voir dans des courses auxquelles il a un peu challengé. Euh, Parce que bon, Tour des Flandres, Tour de Lombardie, et puis Liège-Bastogne-Liège, il est trop au-dessus de ses concurrents. Ça fait un peu mal de le voir s'imposer facilement. Bon, Tour des Flandres un peu moins que les autres quand même, mais là ça fait plaisir de le voir bagarrer et c'est là qu'on voit que c'est un énorme champion. Et ça me rappelle un peu le duel avec Van Aert sur Paris, hein, sur la 21e étape du Tour de France 2025. C'est un grand moment de cyclisme. Et là encore une fois, c'est un grand moment de mon cyclisme grâce à Wout van Aert et grâce à Tadej Pogacar. Un petit mot sur les Français quand même avant de clôturer cet épisode. Laporte qui fait cinquième. Laporte, il a une course facile, hein, très clairement. Heu, Toujours, bien placé, aucun ennui mécanique et il avait toujours Van Aert pas très loin pour dire: «Je roule pas parce qu'il y a Van Aert» et il fait cinquième. Il aurait pas pu les chercher mieux à la pédale, hein, très clairement, Laporte, mais il était bien placé donc une 5e place, je pense qu'il en est très satisfait. Ça retranscrit bien, je pense, sa forme du jour et surtout il avait l'air très content pour Van Aert. C'est un peu sa victoire aussi à lui, à Christophe Laporte, donc je suis très content pour lui. Après sinon, il faut aller chercher Turgis qui fait 14e, donc quand même résultat, OK. Clément Rousseau 23. Et puis après, il faut aller chercher très 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 loin pour voir la suite. On avait parlé d'Axel Luens qui fait seulement 46e, ce qui est un peu dommage. Il y avait d'autres coureurs qu'on voyait briller un petit peu, mais bon, c'est tellement compliqué Paris-Roubaix que voilà, c'est un peu aléatoire. Et donc nos Français qui étaient quand même là avec la porte, donc ça faisait plaisir. Et Turgis quatrième, c'est pas trop mal. Et donc je le disais aussi quand même, belle course de la Red Bull Bora qui finalement fait sixième avec Mick Van Dijk. Et par contre, pour les autres, il faut aller chercher un peu plus loin parce qu'ils ont eu des ennuis différents. Et donc, c'est bien Mick Van Dijk hein, qui fait sixième. Gianni Vermeersch fait douzième parce que Gianni Vermeersch était pas très loin aussi. Jordi Meeus fait 17e. Et malheureusement, je suis un peu déçu pour Laurens Pitty qui fait 26e alors qu'il a fait une course de folie. Mais bon, c'est aussi la dure lot de Paris-Roubaix. Et aussi au niveau de la décathlon, j'ai trouvé que les décathlons avaient bien couru. Donc Stéphane Bisseguer qui fait bien évidemment 8. Et on a aussi Dan Hulot qui allait chercher une 15e place. Donc bravo à la décathlon pour cette belle course-là. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé tout autant que moi ce Paris-Roubaix. On est tous très contents pour Wout van Aert. Et si vous êtes supporter de Tadej Pogacar, je comprends que vous soyez un peu déçus, mais vous inquiétez pas, il ira la chercher un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, vous pourrez être heureux aussi. Et je pense que c'est mieux pour le cyclisme que Pogacar n'ait pas gagné aujourd'hui et que ça soit Van Aert, malgré tout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bonne soirée à tous. Regardez la course femme, ça vaut le coup aussi, j'espère. Enfin, moi, je vais la regarder maintenant. Vous l'avez forcément déjà vu. Et à bientôt. Salut!